Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Merci d'être venus. Je crois que j'avais des gros clients en même temps, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, ce sera plus sympa. Petite question à main levée. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais utilisé Git? Levez la main s'il y en a. Bon, très bien, vous êtes au bon endroit. Git, du coup, à peu près incontournable. Voilà, alors ça fait plein de trucs très utiles, assez universel, assez donc difficile à éviter, mais aussi pas si simple à utiliser. Donc, ce que je vais faire, moi, pendant ce créneau, c'est que je vais vous proposer une exploration, non pas de la manière dont on doit faire fonctionner Git, ça, en général, vous savez déjà, il y a des très bons tutoriaux, il y a plein de docs, il y a des conférences très bien aussi là-dessus. Moi, ce que je vais faire, je vais vous parler de la manière dont Git fonctionne. Et en fait, pourquoi je vais faire ça? La première, c'est que je vais essayer de vous convaincre que c'est beaucoup moins compliqué qu'il n'y paraît. Éventuellement que ça peut être intéressant, et éventuellement même que ça peut être élégant, la manière dont c'est fait. La deuxième, c'est que en comprenant comment ça marche sous le capot, vous allez mieux utiliser Git, vous allez mieux progresser dans Git, et donc vous allez mieux exploiter vos outils. Allez, c'est parti, j'ai 50 minutes pour vous convaincre. Je m'appelle David Blanchet, je travaille chez Orange Innovation, je suis développeur pour la majorité de mon temps. Le reste, je donne des formations, alors sur Git, vous vous en doutez, sur plein d'autres choses également. Je participe modestement aussi à l'animation des communautés métiers dans cette grande maison, et puis j'ai des loisirs qui sont à peu près dans les mêmes domaines. C'est juste que je me permets de faire des trucs qui sont beaucoup moins utiles, mais beaucoup plus fun dans mes loisirs. Si vous avez besoin de me joindre, n'hésitez pas à Twitter sans doute un peu, plus facilement sur Mastodon s'il vous plaît. Et on va commencer. Vous avez peut-être déjà lu ou peut-être déjà entendu cette phrase qui dit en substance que là où Git pêche par un manque de cohérence, peut-être de simplicité dans son interface utilisateur, en particulier dans sa command line, il se trouve que le design interne, la manière dont il fonctionne, a ces deux qualités, à la fois de cohérence et de simplicité. Alors je vous ai dit, je suis formateur, et j'ai constaté que ça pouvait prendre un certain temps pour s'en convaincre en fait de cette phrase-là. J'ai vu beaucoup de réactions très très diverses. Je suis en train de chercher ma zapette, en fait j'en ai une normalement, il me semblait l'avoir sortie. Hop. J'ai vu plein de réactions très très diverses en face de Git, quand je donnais des formations, quand je donnais des coups de main. J'ai vu en particulier, surtout les débutants, des gens qui étaient en plein désespoir. J'espère que vous ne pleurez pas quand vous utilisez Git. Quand on s'adresse à des gens qui ont un peu plus de bouteilles, alors sur Git ou en général d'expérience, on voit des gens qui sont, qui font peut-être preuve d'une certaine animosité envers l'outil. Et puis, on pourrait se dire, c'est peut-être un ressenti personnel, mais non, quand XKCD fait un truc sur un sujet, c'est que globalement, c'est assez bien reconnu. Donc si je vous la fais, je vous traduis ça, on a un monsieur qui est en train d'expliquer que voici Git, c'est un outil de travail collaboratif absolument formidable, qui est basé sur un système de graphes distribués avec des arbres à l'intérieur. Et quand on lui demande, et comment tu fais pour t'en servir ? Et la réponse, j'en ai aucune idée, je singe les commandes que je trouve sur Internet. Et puis quand ça marche plus, j'efface le dépôt et je refais un à côté. C'est triste, ok. Moi, mon ambition, c'est de vous permettre de faire mieux que ça, d'aller au-delà de ça. Alors on pourrait dire, pourquoi faire ? C'est ça, je veux une pilule pour être exactement comme je voudrais être et je veux un bouton pour obtenir exactement ce que je veux. C'est tout à fait défendable, sauf que ça marche pas. Alors j'ai écrit pour Git, ça marche pas. Mais en fait, c'est vrai pour plein de choses, pas que pour Git. Okay, si vous voulez être meilleur dans n'importe quoi, il va falloir à un moment, dans l'utilisation d'un système, d'un dispositif, se poser la question de comment il est fait en dessous. Je peux vous prendre des exemples de la vie courante. L'éco-conduite. Si vous connaissez le principe d'inertie, si vous avez une petite idée de ce que c'est que l'énergie cinétique, vous ferez sans doute une meilleure éco-conduite que des personnes qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est. Si vous savez comment marche pour un véhicule thermique une transmission, un moteur à explosion, vous ferez certainement de la meilleure éco-conduite que des gens qui ne savent pas comment ça marche. C'est applicable à plein de choses, je ne vous parle même pas des instruments de musique et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'idée derrière cette
volonté d'aller voir comment ça marche. C'est pas juste comme ça la curiosité technique, c'est le fait d'établir ce qu'on appelle un modèle mental. Quand vous utilisez un dispositif technique, quel qu'il soit, vous avez une compréhension, parfois implicite, parfois explicite, de comment il va réagir aux inputs et ce qu'il va vous fournir. Alors je dis possiblement implicite parce qu'il n'est pas forcément conscient chez vous, mais vous en avez un forcément. Moi, ce que je vais m'efforcer de faire aujourd'hui, c'est de vous en apporter un, alors explicite, et pas seulement explicite, j'espère utile. On va donc essayer de comprendre Git, et non pas juste comprendre comment faire fonctionner Git. Pour donner des modèles mentaux aux gens à qui on communique, il y a plein de façons différentes, on peut procéder par analogie, enfin voilà, plein d'approches. Ici, il y a plein de gens qui font de l'info, et donc on va parler de choses qui normalement vous parlent un petit peu, de structure de données. Alors vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans des trucs trop puissants, trop profonds, parce que je vous ai dit en plus, c'est une exploration. Donc on va y aller progressivement, regarder un petit peu ce qui se passe. On y va ? Allez, c'est parti. On entend également Git est Git is smart on the outside and quite dumb on the inside. C'est-à-dire Git est vraiment bien foutu, malin à l'extérieur, mais neuneux finalement à l'intérieur. Comment on peut commencer à regarder et se poser ces questions-là ? Eh ben, un bon point de départ, ça peut être ce qu'on envoie quand on a un dépôt Git sur son disque. Quand vous faites un dépôt Git sur votre disque, dans votre projet, vous vous retrouvez avec ce sous-répertoire .git. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir le sous-répertoire en question. Pardon ? Ça arrive. Merci. Et donc, alors, je suis dans un dépôt, il m'a bousillé mon truc. Je vais avoir une petite incantation à faire, vous inquiétez pas, c'est pas long, et ça n'a rien à voir avec Git. Comment je l'ai appelé ? Non, c'est pas grave, je vais faire différemment. Je suis dans un dépôt Git. Alors pourquoi je le sais ? D'abord parce que mon prompt est suffisamment gentil pour me le dire. Et puis, si je regarde un petit peu ce qu'il y a dans mon disque, j'ai effectivement ce sous-répertoire .git que vous avez certainement déjà vu si vous êtes un petit peu curieux. Et on peut assez facilement commencer notre exploration en allant voir ce qu'il y a dedans. Si je regarde ce qu'il y a dedans, pas mal de choses, un peu de bazar, et on peut voir deux choses qui vont nous intéresser au début, un sous-répertoire qui s'appelle Object, un sous-répertoire qui s'appelle Refs. Explorer, c'est regarder un petit peu comment c'est foutu, il y a des outils assez sympas et assez simples pour faire ça. Ici, j'affiche l'arborescence et la sous-arborescence de ce qui est ce sous-répertoire Object, et je me retrouve avec des sous-répertoires et des fichiers. Et c'est pareil, vous avez déjà utilisé Git, et là, ça vous parle un petit peu. Si je dis SHA-1, je peux essayer d'en donner une définition un petit peu sérieuse. C'est une fonction de hash, c'est-à-dire une fonction qui prend un train de données d'octets et qui va vous calculer un condensat, c'est-à-dire quelque chose qui a toujours la même longueur et qui est théoriquement unique pour chaque donnée. Et c'est une fonction de hash très connue, c'est SHA-1. SHA-1, c'est le nom à la fois de la fonction et à la fois qu'on a donné au condensat, c'est-à-dire que quand on voit ces trucs-là, on appelle ça des SHA-1. Effectivement, les SHA-1 sont à tous les étages dans Git. C'est pas complètement surprenant de retrouver ces SHA-1 quand on commence notre exploration. Là où c'est intéressant, c'est que ces SHA-1, ils sont calculés sur le contenu du fichier qu'on trouve dedans. C'est-à-dire que si je veux trouver dans ma base quelque chose, je suis obligé de connaître son contenu, de faire son SHA-1, en tout cas de déterminer son SHA-1 pour le trouver. Mais à contrario, si j'ai son SHA-1, qui est dérivé de son contenu déjà, c'est facile à trouver. J'ai le chemin. Je prends 2 caractères pour le sous-répertoire, je prends le reste, et j'ai mon fichier. Bon, ok. On a des objets adressables par leur contenu avec un SHA-1. Et je vous ai dit un autre truc intéressant dans ce sous-répertoire, qui est le sous-répertoire ref. Si on le regarde, comment c'est foutu ce machin-là ? Pareil, petite structuration de répertoire, et puis je me retrouve ici avec un fichier, et le fichier il s'appelle main. Tic. Dis donc, main, ce ne serait pas le nom de ma branche. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? À quoi ça ressemble ce bousin ? Eh bien, allons voir. Et ça alors, dans mon fichier, j'ai quoi ? Je vous le donne en mille. Un SHA-1. Donc, une base avec des objets,
et à côté une arborescence qui va me permettre de pointer vers tel ou tel SHA-1. Alors c'est le début de l'exploration, pour l'instant on est encore loin de l'arrivée. On peut se poser plein de questions, en particulier, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces objets? Qu'est-ce que Git va... comment on fait un outil de gestion de version en fait avec un truc pareil? On va tâcher de répondre à cette question, mais avant de savoir même ce qu'il fait de tous ces objets, on peut se poser la question de c'est quoi ces objets? En fait, ils sont de différents types. On a un premier type, première structure de données si vous voulez, qui s'appelle des blobs. Alors blob, si vous avez fait un peu de base de données, peut-être ça vous parle, c'est contraction de Binary Large Object, c'est une grosse masse d'octets. Pour faire simple, au niveau de Git, c'est du contenu brut. C'est vos data, alors vos data, c'est au sens large, c'est le contenu de vos fichiers qui sont en gestion de version. À ceci près que c'est compressé, alors c'est de la zlib, c'est rien de méchant. Et je vais attirer votre attention sur un point particulier et important, qui est que je parle bien de contenu, je ne parle pas de fichier. D'ailleurs, j'ai fait figurer les SHA-1, mais il n'y a pas de nom de fichier là. Et puis, comme je vous disais, puisqu'on peut retrouver un contenu dans la base avec le chemin du SHA-1, c'est adressable par ce SHA-1. Ça, c'est ma première structure de données, des données au sens large, brutes, des blobs. Deuxième, des trees. L'idée des trees, c'est de ranger un petit peu ces données. Alors, il faut y voir là l'analogie entre des fichiers qu'on met jamais à plat, on les met dans des répertoires, des sous-répertoires, ainsi de suite. Les trees, en fait, vont permettre de faire ça. Un tree, c'est quoi? C'est une liste. Et qu'est-ce qu'on met dans cette liste? On met soit les SHA-1 d'autres trees, soit les SHA-1 de blobs, et on peut construire comme ça une arborescence de mes objets grâce à ces trees et à ces blobs. J'ai de la structure. Ok, si je continue l'exploration, troisième, celle-là doit vous parler, c'est les commits. Celle-ci, elle déborde dans l'usage classique quotidien de Git. Et un commit, c'est quoi? C'est matérialiser un point dans le temps, une sorte de snapshot, un point d'entrée pour un snapshot de l'état de votre répertoire de travail. Et en fait, ces commits, ils ont des méta-informations. En particulier, ils sont associés à un arbre que l'on vient de voir, et donc à une arborescence, possiblement. Et puis, ils ont également la référence vers 0 ou 1 ou plusieurs autres commits. Et c'est cette capacité à référencer d'autres commits qui va nous permettre de construire l'historique. Des blobs, des trees, des commits. Quatrième, des références. Alors, référence, le principe, il est tout bête. Les SHA-1, c'est vachement cool, ça va vite, c'est performant, ça a plein de qualités sympas pour le côté distribué. Mais pour les humains, c'est une catastrophe. Je vous donne un SHA-1, j'attends 5 secondes, vous l'avez déjà oublié. Donc l'idée des références, elle est toute bête, c'est qu'on va faire un mapping entre des noms, cool pour les humains, et des SHA-1, cool pour la machine. Ok ? 4 structures de données, je continue, et non, je continue pas. Je m'arrête là. On a fait notre revue des structures de données qui sont présentes dans cette fichue base. 4 structures de données, dont une pour faire juste de la correspondance non identifiant. Ça va. Ok, d'accord. Oui, ok, mais comment on construit un système de gestion de version avec ça? En particulier, on pourrait se demander comment je fais le lien, par exemple, avec ma code base. Ma code base, c'est des fichiers, d'accord, mais il va falloir les gérer en version. Comment on fait ça avec cette base de données, avec ces structures de données? Et c'est une très bonne question. Vos fichiers sont posés dans le répertoire de base, racine, disons, de votre projet. À partir de là, pour Git, ceci constitue ce que l'on appelle le répertoire de travail. Alors la terminologie est importante parce qu'on va mélanger le répertoire de travail d'un côté, là où vous stockez vos fichiers, là où vous éditez vos fichiers sur votre disque, et quelque chose qui finalement va être la base que je vous ai présentée, qu'on va appeler le dépôt local. Et le principe de fond de Git, finalement, pourrait se résumer à un outil, alors en ligne de commande ou graphique, comme vous voulez, qui est capable de faire des interactions entre, d'un côté, votre working directory, votre répertoire de travail, et de l'autre côté, ce dépôt local. Alors évidemment, on va s'intéresser à comment il fait ça. Mais avant, on va être obligé de faire un petit point de vocabulaire. Voici un dispositif technique que vous avez tous déjà utilisé. Il est intéressant ce dispositif technique pour au moins une raison, c'est que, alors 2 raisons, il permet d'avoir les mains propres, et puis il va permettre également d'illustrer une petite chose intéressante. Il y a 2 parties sur ce dispositif technique. Vous êtes utilisateur, vous avez une VASC,
un robinet, une trappe, peut-être un mitigeur. C'est simple, il n'y a pas beaucoup de choses en fait. Ça brille, c'est plutôt joli. C'est orienté bien sûr vers l'expérience utilisateur. C'est pas dénué d'un terme qu'on appelle l'affordance en anglais. Alors je me rappelle plus comment on dit en français, mais l'idée c'est quoi? C'est que quand on le voit, on a une intuition de comment ça peut fonctionner et de ce pourquoi c'est fait. Mais si j'installe que ça, mon système il va jamais marcher. J'ai besoin de tout ce qu'il y a en dessous. Et tout ce qui est en dessous, vous voyez qu'il y a quand même un paquet de trucs. Et puis, l'affordance dont je parlais tout à l'heure, elle est nettement moins là. C'est beaucoup plus petit, beaucoup plus élémentaire, beaucoup plus technique. Et en fait, ça a une caractéristique supplémentaire qui va être intéressante pour l'analogie, c'est que toutes ces petites choses sont surtout très composables. Elles sont spécialisées et composables. Le joint qui va faire l'étanchéité rentre dans ma collerette qui va permettre de faire le serrage sur la bonde qui va elle-même relier le siphon pour ne pas avoir les... ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc on a une séparation, si vous voulez, entre une partie haut niveau pour les utilisateurs de porcelaine et en dessous de plomberie. Et cette nuance, cette analogie, je ne l'ai pas inventée, a été reprise dans Git. Dans Git, vous avez deux types de commandes. Les commandes de haut niveau que vous connaissez, alors git add, commit, push, log, diff, pull, et tout un paquet de commandes plus obscures, que peut-être vous en connaissez certaines, mais qui sont très très nombreuses, qu'on appelle la plomberie. Et en fait, elles font quoi ces commandes? Elles font des petites actions très unitaires, qui si on les prend une par une, globalement, pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais à partir du moment où on va les composer, on va construire la porcelaine. Et ces petites commandes de plomberie vont nous aider à comprendre comment Git construit un outil de gestion de version à partir de ce dépôt, de cette base de données objet. C'est parti. On va s'intéresser par exemple à celle-ci, qui s'appelle hObject. hObject, c'est une commande de plomberie, donc de bas niveau, qui va nous permettre d'inscrire dans le dépôt local un blob nouveau qui correspond au contenu d'un fichier qu'on va lui passer sur la ligne de commande. Alors on a un petit flag "-w" ou "-write" si vous voulez l'écrire en entier, parce que le hObject, il n'est pas obligé de l'écrire, il peut juste vous donner le SHA-1, donc il faut lui dire explicitement si tu vas l'écrire. Et qu'est-ce qu'on fait? On va écrire tous les fichiers présents dans mon répertoire de travail sous la forme de blob. Tous mes contenus sont là. Alors, on est d'accord, ça marche, tout est là, c'est cool, mais on a zéro structure, pour l'instant c'est pas suffisant. Alors, c'est l'occasion d'apporter une structure de données supplémentaire. Je vous ai parlé tout à l'heure des trees. Effectivement, les trees vont nous permettre de matérialiser cette structure sur le disque, les sous-répertoires. Si on voulait construire, par exemple, le sous-répertoire subdir, qui est présent dans mon répertoire de travail, je vais ajouter un tree, et ce tree va contenir le SHA-1 du blob qui correspond au fichier file3. Et ici, nouveauté. Nouveauté parce que pour la première fois, du côté du dépôt local, on voit apparaître un nom de fichier. Et si vous êtes observateur, vous voyez que c'est l'arbre qui porte le nom de fichier, et l'arbre ne porte même pas son propre nom, il n'y a pas subdir ici, ça apparaît pas. Et ça doit vous interpeller. Pourquoi? Hey, petit indice, Git n'est pas un tracker de fichiers. Git est un tracker de contenu. Il écrit des contenus dans cette base. Et donc, le nom du fichier, c'est une métadonnée. La clé primaire, c'est pas le nom de fichier, c'est ce fichu SHA-1. Ça veut dire, par exemple, que si vous changez le nom d'un fichier sans changer son contenu, le blob associé, il bouge pas. Alors ça fait bouger un ou plusieurs arbres dans l'arbre, mais n'empêche. Si vous avez plusieurs fichiers qui ont exactement le même contenu, soit parce qu'ils sont à deux endroits différents sur le disque, soit parce que vous l'avez historisé, 10, 20, 100, 1000 fois, mais que c'est le même contenu, même blob, une seule fois, dans la base objet. Et puis, petit bonus, il se trouve que quand vous faites un SHA-1 sur ma machine, et que vous faites ensuite un SHA-1 sur votre machine, même contenu, même SHA-1. Et ça, pour le côté distribué, c'est quand même vachement cool. Et donc on va pouvoir s'échanger des objets d'un dépôt à l'autre, parce que les SHA-1 sont identiques pour un même contenu. Ouais, ça a l'air de rien comme ça le SHA-1, mais c'est sympa. Alors bon, on l'a fait pour subdir, on va le faire pour le répertoire racine. Donc on ajoute un tree supplémentaire, et donc on voit fort naturellement apparaître les métadonnées que sont soit les noms de fichiers pour les blobs, soit les noms de sous-répertoires pour les trees imbriqués. Et puis là, on se dit que globalement, si on avait la référence vers le premier tree, on serait pas loin de pouvoir faire un checkout, vous savez, mettre une référence particulière dans mon répertoire de travail. Je laisse couler ça. Ok.
Là, on a du stockage, du stockage, on va dire, spatial, on a des fichiers, des répertoires, c'est bien organisé. Ce qui nous manque pour un outil de gestion de version, ça va être tout le côté temporel, historique. Et donc là, évidemment, vous me voyez venir, on va parler des commits. Et donc le commit, l'idée c'est quoi? C'est que ça va être un objet dans cette base qui va référencer un arbre racine, cet arbre racine étant la reconstitution du snapshot, le snapshot est donc la reconstitution dans la base objet de l'état de mon dépôt à l'instant où j'ai choisi de faire le commit. Ce commit, il n'est pas tout seul, il a un parent, il est peut-être lui-même le parent d'un autre commit, et donc il va venir s'inscrire grâce à une autre propriété qu'il porte, donc cette flèche parent. Et là, ça me donne l'occasion de vous rappeler que quand on fait apparaître les graphes d'historique et qu'on met les flèches à l'intérieur, ce sont des flèches de parentalité. Donc les flèches remontent le temps. On a très envie dans le graphe de suivre les flèches pour suivre les commits les plus récents. Et en fait, c'est contre-intuitif. Si vous voulez le commit le plus récent, il faut remonter les flèches, et c'est très exactement pour cette raison. Et là, on est pas mal. Alors, il nous manque la dernière structure de données dont je vous parlais tout à l'heure, les références. Les références, ça pointe, c'est-à-dire que ça contient un SHA-1 vers un commit en général. Je dis en général parce qu'on a une étiquette un petit peu particulière qui s'appelle head, qui est capable, elle, de pointer vers d'autres étiquettes, d'autres références. Et je ne vous demande même pas de me croire sur parole. On va aller explorer tout ça, puisque je vous rappelle, c'est une exploration. Alors, le premier truc que je vais faire déjà, je vais revenir dans mon répertoire de travail. Et je vous ai dit, il y a une référence un petit peu particulière. Cette référence particulière, vous l'avez sans doute déjà vu passer dans les outils. Il y a toujours une petite étiquette head, c'est la tête de lecture. Elle dit quoi cette tête de lecture? Elle dit à Git ce qu'il y a actuellement dans votre répertoire de travail. Je peux formuler ça différemment. Quelle est la branche courante? Eh bien, ça, c'est un fichier bête et méchant à la racine du point Git. Et dedans, il y a quoi? Eh bien, il y a une indirection. Et cette indirection, elle dit quoi? Elle dit, il faut aller voir dans ce fichier-là. Et ce fichier-là, on a vu tout à l'heure que c'était l'équivalent de ma branche main, et que ça contenait... Pardon, je me trompe de bouton. Un SHA-1. Oh oh. Et si vous avez suivi, normalement, ce SHA-1, ça doit être le SHA-1 d'un commit. Comment je peux vérifier ça? Hey, j'ai mes commandes de plomberie. J'ai un truc dans Git qui s'appelle git catfile, je ne sais pas si vous connaissez, et je peux lui dire, donne-moi le type de ce truc-là. Ce truc-là, c'est un commit. Ouf, je savais la face. On peut aller plus loin, on peut dire, ce truc-là, tu vas faire mieux que ça, tu vas m'afficher ce qu'il contient. Et il se trouve que le stockage, une fois décompressé, par exemple pour un objet de type commit, c'est en mode texte. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve la référence vers l'arbre racine, on trouve la référence vers le parent, et on trouve un certain nombre des métadonnées, pardon. On trouve un certain nombre des métadonnées, c'est-à-dire l'auteur, la date ici, alors qui n'est pas mis au format human readable, et puis le message de commit. Ça commence à ressembler furieusement à des choses que vous connaissez si vous utilisez Git régulièrement. On peut aller un petit peu plus loin et dire, ça c'est sans doute un arbre. Mais oui, et si on va aller voir à l'intérieur, c'est censé être l'arbre racine. L'arbre racine contient un premier blob, un deuxième blob, un troisième qui n'est pas un blob mais un tree, ce que je peux vérifier. C'est bien un tree et il référence un dernier fichier. Et si je fais... oui, j'ai bien des fichiers. Alors j'ai un fichier ici supplémentaire, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, mais je retrouve bien l'arborescence de mon dépôt. Ouh! Ça semble pas mal tout ça. Ça semble pas mal. Si on résume, une espèce de database avec des objets compressés qu'on peut adresser, donc dans la clé primaire est ce SHA-1 qui est dérivé du contenu de ce qu'on a mis dedans. Avec ça, on a des espèces de snapshots de votre répertoire de travail sous la forme de blobs et de trees, dans différents moments du temps, matérialisés par des commits. Et puis, en fait, les commits sont liés entre eux par ces liens de parenté. Non, c'est bon. Merci, Pascal. On a fait tout ça avec 4 types de données, avec des fichiers écrits sur le disque que j'ai pu vous montrer en un quart d'heure. Moi, je trouve que le montant effort par rapport au résultat, il est carrément pas mal, quoi.
On peut formuler ça différemment, simplicity matters. La simplicité, ça a du bon aussi. Et vous qui utilisez Git et qui savez combien ça peut être tordu des fois, quelque chose de simple au début n'empêche pas les choses compliquées. Alors, voire complexes, c'est un autre problème, mais n'empêche pas les choses compliquées après. Bref, c'est bien la simplicité. Et puis là, je vais faire la même citation qui a été faite pendant le talk sur la carte VGA. Est-ce qu'on a vraiment compris? Il y a une façon simple de le savoir. Alors, il y a plusieurs façons. La première, c'est de l'enseigner, faire des talks, des formations. La deuxième, c'est de l'implémenter. Si vous n'arrivez pas à l'implémenter, c'est que vous n'avez pas compris. Et donc, je vais vous faire subir du code. Alors, n'ayez pas peur, je vais faire plusieurs disclaimers. Le premier, c'est que un mur de code sur des slides, c'est pas pour que vous regardiez à la virgule. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir une intuition de ce qui se passe et de comprendre pourquoi et où c'est important. Ce qui va compter ici, c'est de voir que le code, 1, il n'est pas malin, c'est du code tout bébête. 2, il n'est pas long. Et puis, comme garde-fou supplémentaire, je vais dire quand même que c'est illustratif, pédagogique, peut-être minimal, c'est fonctionnel, mais c'est pas à l'état de l'art, évidemment. On n'est pas là pour ça. Donc ne faites pas ça en prod, pour dire ça différemment. Et dernier point, c'est du Python. Alors pourquoi c'est du Python? D'abord parce que c'est concis et que j'ai pas beaucoup de place. Ensuite parce que normalement vous allez à peu près tous réussir à le lire, parce que Python est gentil avec les gens qui parlent pas Python. Et puis un dernier point qui n'est pas à négliger, c'est que Python a une bibliothèque standard bien fournie. Et donc il y a plein de trucs qu'on va faire assez facilement sans se poser trop de questions et sans aller chercher des kilomètres de dépendance. Hop, et disclaimer étant fait, voici un bout de code. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire quand on va commencer à travailler dans un dépôt Git? Eh bien, la première chose, c'est qu'on va vouloir trouver sa racine, parce que si on veut trouver la base, il faut savoir où je dois chercher mes fichiers. Pour ça, ligne 7, une petite fonction, je lui donne un chemin ou je lui en donne pas. Ce qui fait que ligne 9, je dois me poser la question. Et si on m'en donne pas, ligne 9, je vais prendre le chemin courant, mon current working directory. Et puis ensuite, la question elle est simple, c'est est-ce que dans le répertoire actuel, celui qu'on m'a donné en tout cas, j'ai un sous-répertoire .git? Ça, c'est la ligne 13. Si j'en ai un, oui, c'est bon, j'ai trouvé, il est là, le voilà, je le retourne. Sinon, ligne 17, je vais aller me poser la question du répertoire parent. Si mon répertoire parent, en tour de boucle, a un sous-répertoire .git, super, je l'ai trouvé. Vous avez compris le principe. Si je ne l'ai pas trouvé, peut-être qu'au bout d'un moment, je vais arriver à la racine de mon système de fichiers. Et dans ce cas-là, non, je m'arrête. Et puis j'explique que je ne suis certainement pas dans un dépôt Git. Une fois que j'ai la racine de mon dépôt Git, si je veux aller chercher les fichiers qui sont dans le sous-répertoire gitdir, je construis le chemin, c'est l'objet de la fonction repo gitdir avec sa petite concaténation de chemin, ligne 23. Une fois que je sais où aller chercher, une fois que j'ai mon point d'entrée, la question c'est, ok, si j'ai un SHA-1, comment je vais faire pour aller chercher l'objet? Je dois construire son chemin. Construire son chemin, c'est l'objet de la ligne 19 tout en bas. Je prends ce que j'ai calculé dans l'écran juste avant, je rajoute le sous-répertoire object que je vous ai montré tout à l'heure en l'explorant, je prends les deux premiers caractères de mon SHA-1 comme sous-répertoire, et enfin le nom du fichier, c'est tout le reste des caractères. Je prends juste une petite précaution supplémentaire, ligne 15, c'est de m'assurer que ce qu'on m'a filé est un SHA-1 à peu près valide. Un SHA-1 valide, c'est 16 caractères hexadécimaux. Non, pardon, c'est des caractères hexadécimaux, et je dois en avoir 40, puisque c'est 20 octets, 160 bits, un SHA-1. Ça va. Je vois personne pleurer, donc supposez que ça va. Ok, étape suivante, je sais où aller chercher mon fichu contenu du SHA-1. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller le lire, évidemment. Alors pour le lire, ça se passe ligne 6. C'est compressé. Donc je ne peux pas l'ouvrir comme du mode texte ou n'importe. Je vais l'ouvrir en binaire. Et puis je vais le passer dans la gentille moulinette Python de zlib qui va me permettre de le décompresser au moment où je le lis. Ça se passe ligne 7. À partir de là, je vais avoir un truc un petit peu plus haut niveau, ligne 12, qui dit que globalement, le contenu, c'est pas exactement ça, c'est un petit préfixe, un petit préambule, un header si vous voulez, suivi du contenu. Ce préfixe, il est composé de deux choses, le type de l'objet. Et le type de l'objet, vous le connaissez déjà, blob, tree, commit, et en plus c'est écrit en toutes lettres, c'est pas emmerdant. Après, vous avez un espace, vous avez la taille des données en décimale, et un octet nul, et après vos données commencent. Donc on met un petit bout de parsing pas méchant, ligne 14-15. Et puis, ligne 16, on s'assure que on a toutes les données prévues. C'est pas cher, un petit assert. Et on va retourner seulement le type et les données, le reste, c'est pas la peine. Et là, à partir de ça, normalement, je pourrais vous faire le catfile. Sauf que je suis obligé de me traîner des SHA-1, et que les SHA-1, j'aime pas plus ça que vous. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais également de quoi résoudre mes références.
Une référence, on a vu, c'est un fichier. Donc si je veux le contenu d'une référence, je vais lire le contenu d'un fichier, c'est ligne 5. Avec juste les précautions qui font que peut-être qu'elle n'existe pas. Et puis ligne 10, je vais résoudre. Résoudre, c'est quoi? C'est j'ai un nom ou un SHA-1, enfin bref, j'ai quelque chose, mais moi ce que je veux être sûr à la fin, c'est d'avoir un SHA-1. Donc première étape, ligne 12-13, si j'ai déjà un SHA-1, super, j'ai fini, c'est cool, j'ai résolu. Si j'ai pas un SHA-1, je vais aller lire, parce que si c'est pas un SHA-1, c'est très certainement un fichier quelque part. Et lire un fichier, c'est ma fonction d'avant. Là-dedans, j'ai deux possibilités, soit j'ai un SHA-1, soit j'ai une indirection. C'est la question que je me pose, ligne 17. Et puis, selon ce que j'obtiens, finalement, peut-être je vais devoir résoudre. Et comment je peux faire pour résoudre? Ça tombe bien, j'ai déjà une fonction qui fait ça. C'est resolve-ref. Donc j'appelle récursivement la fonction jusqu'à avoir, in fine, un SHA-1. Alors j'ai dit, c'est sommaire, mais ça fait le job. Et vous n'êtes même pas obligé de me croire sur parole, parce que tout ça, je vous ai dit, c'est fonctionnel. Alors c'est là que je me marre. J'ai bousillé mon environnement virtuel, en fait. Voilà, je vous ai dit, j'ai un petit fichier supplémentaire dans mon dépôt. C'est tout simplement le code que je viens de vous montrer. Il est dans le fichier en question. Est-ce que vous connaissez le flag -i de Python? Peut-être pas. Le flag -i, c'est quoi? Ça dit à Python, le fichier git.py, là, tu vas me l'exécuter. Sauf qu'une fois que tu as fini d'exécuter, tu ne rends pas la main au shell. Tu restes dans l'interpréteur interactif Python. Et dans l'interpréteur interactif, tout ce qu'il a exécuté, tout ce qu'il a chargé dans le git.py, c'est là. Ce qui fait que toutes mes fonctions que j'ai définies là, elles sont dispo. Vous vous rappelez le resolve, là, le machin. Hop, s'il veut bien compléter, elles sont là. C'est celles que je vous ai montrées. Et donc, je peux faire un resolve-ref. Vous vous rappelez, il y a un truc qui s'appelle refs heads main. Donc, on va déjà voir si celle-là, elle ne fait pas n'importe quoi. Ça paraît pas mal. Puisque c'est ma branche principale, ça marche, ça doit marcher aussi avec head. Bon, ça va, on n'a pas trop mis à côté. Et donc, ça veut dire que c'est cool. J'ai un SHA-1 que je n'ai pas eu besoin d'aller chercher explicitement, je vais le stocker, je vais m'en servir après. Et à partir de là, je peux vouloir regarder ce qu'il y a à l'intérieur de mes objets. Alors il se trouve, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on retourne deux choses quand on va chercher l'objet, le type et le contenu. Donc on va faire un truc sympa en Python, qui est celui-là. Alors on va éviter de faire des bêtises. Et si je regarde, hop, je t'arrête, David. Ah, oui. Le live coding, c'est toujours difficile. C'est bien un commit. C'est bon. Et si je regarde le contenu, j'ai quoi? Si je regarde le contenu, ça reste du binaire, c'est ce que dit le petit b au début. Pour avoir du texte, quand on a du binaire, il faut décoder. Il y a des très bonnes confs là-dessus d'ailleurs, si ça vous intéresse. On va décoder en UTF-8, de toute façon c'est de l'ASCII pour l'instant, donc ça ne devrait pas manger de pain. Et là, ça ressemble quand même furieusement au truc qu'on avait tout à l'heure. Ça veut dire quand, allez, moins de 100 lignes de Python, parce que je vous ai présenté 4 écrans, il y a une vingtaine de lignes, j'ai mis une grosse palanquée de commentaires aussi pour être gentil avec vous, j'ai déjà quelques petites commandes de plomberie, pas complètement nulles. Et puis, on pourrait même se rappeler, je vous ai parlé tout à l'heure d'un espèce de truc là qui s'appelait HObject, -w, machin. Si, rappelez-vous, c'était pour aller mettre les blobs à l'intérieur du dépôt. Et en fait, avec ce qu'on a déjà de code, là, les 3-4 fonctions qu'on a implémentées, on peut faire un HObject. On va, ligne 8-9, aller chercher le contenu du fichier qu'on nous donne en paramètres. On va créer le petit header ligne 9 avec le blob, la longueur, l'octet nul. Et puis, comme il y a des trucs sympas dans Python, calculer un SHA-1, ça se fait ligne 12. Et puis là, ça y est, j'ai mon HObject. Alors si jamais je veux aller l'écrire dans mon dépôt, je sais où le mettre parce que j'ai mon object pass qui sait où aller quand je lui donne un SHA-1. Si le sous-répertoire n'existe pas, je le crée, c'est la ligne 18. Et puis après, c'est une bête écriture de fichier avec une petite étape de compression avec la zlib entre les deux. Et je viens de réimplémenter le git HObject. Bon, vous allez me dire, c'est cool. On a visité tout ça, il y a des objets, il y a même un DAG, on a vu un petit peu comment c'était foutu. Sauf que on constate, quoi. C'est-à-dire que le truc, il est, le DAG, le graphe de tous ces objets, il est là, mais ça ne répond pas à la question de comment Git le construit, comment Git le rend pertinent pour faire un système de gestion de version. Donc on va continuer notre exploration. Cette fois-ci, on va s'intéresser à comment Git rajoute des trucs dans sa base, comment il construit
les objets pour que ça fasse sens pour un système de gestion de version. Nous en étions restés à cet état, à savoir que j'avais un commit associé au snapshot qui représente l'état de mon répertoire de travail pour ce commit, avec une branche main. Donc là, je comprends que je suis au sommet de ma branche main. En général, qu'est-ce que vous faites? Vous introduisez, quand vous travaillez, des modifications dans votre répertoire de travail. Vous éditez, par exemple, le fichier 1. Là-dessus, quand vous êtes satisfait des modifications, vous faites un git add. Alors, le git add est une commande de porcelaine. Elle est composée de plein de commandes, et parmi celles-là, il y a notamment le hashobject. Alors ça fait d'autres trucs, on en parlera après. Donc on se retrouve avec un nouveau blob dans notre dépôt local. Derrière le add, qui permet de sélectionner la modification candidate pour le prochain commit, bien sûr vous faites un commit. Que fait Git là-dessus? Eh bien, il va s'efforcer de reconstruire un snapshot de votre répertoire de travail. Et ce snapshot, c'est là que ça va être intéressant, parce que est-ce que mon fichier file3 a bougé? Non. Mais donc son blob ne change pas non plus. Est-ce que l'arbre qui porte file3 a bougé? File3 n'a pas bougé, donc l'arbre qui le porte, il n'a pas bougé non plus. Est-ce que file2 a bougé? Non plus. J'ai déjà le blob, je n'ai pas besoin de le remettre. Et donc je ne vais mettre en base à cette étape que les choses qui ont bougé. J'ajoute. Mais j'ajoute aussi peu que possible, et donc je dédoublonne. Et en fait, le dédoublonnage, il n'est pas compliqué. Si c'est le même SHA-1, c'est un doublon. Étape d'après, évidemment, je commit pour matérialiser quelque chose de nouveau dans l'historique, donc il me faut un commit, je crée ce commit, et ce commit, pour avoir du sens par rapport à ce que je viens d'ajouter comme objet, je suis obligé de le faire pointer vers l'arbre racine de ce que j'ai mis dans le dépôt local. Pour que ça rentre dans l'historique, je dois également donner un lien de parenté avec le commit qui était le sommet de la branche sur lequel je travaillais précédemment. Et enfin, dernière étape, oui, il faut que je fasse évoluer ma branche. Parce que si je ne fais pas évoluer ma branche, je resterai sur le commit précédent. Et un commit fait évoluer une branche, donc je dois mettre à jour cette référence. Référence, rappelez-vous, c'est un fichier, à l'intérieur il y a un SHA-1. Donc je vais écrire un nouveau SHA-1 dans le fichier. OK. Et en fait, tout cet ensemble de petits schémas, de ronds, de triangles, de flèches, ça forme ce qu'on appelle un DAG. Alors un DAG, c'est un acronyme, ça veut dire Directed Acyclic Graph. Si on traduit en français, ça veut dire graphe orienté acyclique. Alors un graphe, c'est pas compliqué. Des ronds, des triangles, des machins, en tout cas des entités, et des arcs entre ces entités. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est orienté. Ça veut dire que nos arcs, c'est pas juste des arcs, c'est des flèches. Et il est acyclique parce que si vous suivez les flèches, vous ne tournerez jamais en rond. Et en fait, c'est assez cool parce qu'on a donc une structure de données orientée. Et quand on a une structure de données orientée avec des flèches, qu'est-ce qu'on a très envie de faire? On a envie de suivre les flèches à l'intérieur de cette structure. Ça démange, forcément. Alors par contre, vous avez vu, il y a des flèches dans tous les sens. Et donc la difficulté, finalement, l'intérêt qu'on pourra avoir à suivre les flèches, c'est de ne pas se planter et de suivre des flèches qui font sens pour les besoins qu'on a. Supposons que vous vous intéressiez à l'historique. L'historique, vous connaissez, c'est la commande gitlog. Donc là, on va s'intéresser à la succession des états dans le temps. Et les états dans le temps, on a dit, c'est les commits. Donc, on va faire abstraction d'un certain nombre de choses pour suivre les flèches qui me permettent de passer d'un commit à l'autre. D'ailleurs, si vous regardez bien, ça commence déjà à ressembler à ce que vous trouvez dans les outils graphiques. Alors, c'est toujours pareil, c'est facile à dire, mais est-ce que ça se fait facilement? Alors là, on a un petit peu plus de travail parce que on est obligé d'aller regarder à l'intérieur des commits. Parce que si on veut choper le commit par an, il faut parser le contenu d'un commit. Et je trouve que le contenu d'un commit, c'est pas très embêtant, parce que c'est foutu un petit peu comme HTTP. On a une ligne vide. Au-dessus, on a des headers avec clé valeur, et en dessous, on a le message de commit. Donc on va avoir un parseur qui est foutu à peu près comme ça. Ligne 2, c'est juste pour les headers. Voilà, je prends chaque ligne une par une, c'est ce que je fais ligne 4. Je les coupe en deux, ligne 7, et puis je construis un dictionnaire, ligne 8, avec le nom de la propriété et la valeur de la propriété comme valeur associée à la clé du nom. Et pour parser plus généralement un commit, première étape, ligne 13. Je vais chercher mon commit dans la base, je vais le lire. Je m'assure que c'est bien un objet de type commit quand même, je ne veux pas faire n'importe quoi. Je partage entre le header et le body, ça c'est la ligne 17. Je vais aller parser mes headers, c'est la fonction qu'on a vue juste dessus, et dans la fonction qu'on a vue juste au-dessus, ça me retourne un dictionnaire avec déjà plein de caractéristiques. Donc la caractéristique qui reste, qui est le message de commit, je ne m'embête pas, je la mets aussi dans ce dictionnaire. Et puis derrière, je déroule. Je veux connaître l'historique à partir d'une référence qu'on me donne. Eh bien, cette référence, je la résous. Je prends le commit associé au SHA-1,
je le parse, j'affiche le SHA-1, j'affiche le message de commit associé, jusqu'à ce que j'ai plus de parents. Je viens de faire un git log. Alors je pourrais vous montrer, ça marche tout autant dans le code, sauf que je suis un peu juste au niveau pendule, et que si on est en retard pour la bouffe, vous allez me trucider. Donc je vous fais grâce de l'exécution, croyez-moi, ça marche. Ok, c'est pas les seules flèches qu'on peut décider de suivre. On peut choisir de suivre des flèches qui seront plus sur la structuration des fichiers. Dans ce cas-là, on va être sur quelque chose de l'ordre du checkout. Quel est l'état de ma codebase pour un commit en particulier? Et bien cette fois-ci, je vais aller chercher le tree racine à partir du commit qui m'intéresse, et je vais suivre les flèches. Alors là, c'est pareil, ça demande un petit peu d'effort de parsing, en particulier parce que les trees, pour des raisons de performance, à l'intérieur, c'est du binaire. Donc pareil, je vais aller assez vite. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la ligne 12. Un tree, c'est une liste. Et en fait, ces listes s'appellent des entries. Et en fait, pour chaque entry, je vais aller chercher le mode. Alors, c'est l'équivalent des permissions Unix. Le type, est-ce que c'est un blob ou est-ce que c'est un tree? Parce que je vous ai dit que dans les trees, il pouvait y avoir les deux. Le SHA-1, qui est référencé. Et le nom, puisque à chaque SHA-1 descendant, en fait, on a le nom associé pour faire soit le sous-répertoire dans le cas d'un tree, soit le nom dans le cas d'un blob. Ça, c'est pour une entrée, donc il faut aller chercher chacune des entrées. Alors, c'est un petit peu casse-pied, parce que comme c'est de longueur variable, il faut chercher à l'intérieur. Le truc intéressant à retenir, c'est ligne 4 et 5, on va chercher l'objet, ça vous avez l'habitude, on s'assure que c'est bien un trees. On fait tout le dépilage des entries entre la ligne 8 et 20, et perdez pas votre temps à regarder. L'idée, c'est que ça retourne quelque chose qui est un ensemble de nuplets, qui sont des entries. Pardon, une liste de nuplets qui sont des entries, ce qui permet d'écrire quelque chose comme ça. Si on voulait faire un git switch, je vous rappelle, c'est pour basculer d'une branche à l'autre. Le git switch, déjà, je vais me poser la question, est-ce que j'ai besoin de réécrire si ce que j'ai dans mon répertoire de travail, c'est déjà ce qu'il faut? C'est déjà dans head? Pas forcément. Si c'est le cas, je vais aller résoudre ma référence. Mais ma référence, on se rappelle, c'est un commit. Or, moi ici, je veux restaurer un arbre. Donc, je dois aller chercher le tree associé, racine associée à ce commit. C'est ce que je fais ligne 11, et à partir de là, je fais un restore tree. Je vous montre le code de restore tree juste après, c'est promis. Et en fait, là, on va commencer à rentrer dans des trucs assez dingues. On va aller écrire des fichiers dans le répertoire de travail. Qu'est-ce qui se passe si mon utilisateur il a des modifications non committées? Qu'est-ce qui se passe si j'ai des fichiers qui sont présents dans la branche actuelle, mais quand dans le truc que je demande, elles ne sont pas là? Est-ce que je les enlève? Et là, on commence déjà à avoir des problèmes d'UI un petit peu durs. Voilà. J'ai pas mal bavé sur Git en disant qu'il n'était pas toujours très cool avec ses utilisateurs, mais je vous assure qu'en grattant un peu, très vite, on tombe dans des problèmes de UI assez velus et pas forcément évidents. Et puis, je vous ai dit, quand on fait un checkout, ou un switch, pardon, on met quelque chose de nouveau dans le répertoire de travail. Et dans le répertoire de travail, la boussole pour Git, c'est le head. Vous vous rappelez? Cette petite étiquette avec une indirection. Et donc, il va falloir, si on veut faire un joli switch, mettre à jour également le head. Maintenant, je vous montre l'intérieur, le restore tree. Pourquoi je vous le montre après? Parce que là, on est vraiment dans l'algorithmique, c'est des arbres, et les arbres, ça marche vachement bien avec du récursif, et donc avec 3 lignes et demie de code, on va restaurer notre système pas notre système de fichiers, notre répertoire de travail. Quand vous avez un blob, on va chercher le contenu du blob, et on l'écrit à l'endroit où on m'a dit. Fonction de 2 à 5, restore file. Si jamais c'est un tree, je vais déjà vérifier si pour le tree, en fait, le sous-répertoire il existe déjà. S'il n'existe pas, je le crée. S'il existe déjà, ok, très bien. Et puis je vais parser. Donc je vais récupérer la liste des entries, et de cette liste, je vais faire deux choses. Soit c'est un blob, j'écris le fichier. Soit c'est un trees, et puis je vais restaurer le sous-trees, qui lui-même va peut-être restaurer des sous-trees, ainsi de suite. Et en fait, c'est bête comme chou, c'est la magie de la récursion, mais ça marche. Pour autant, est-ce qu'on a un switch complet qui marche bien? Réponse, non. Ça restaure super bien les fichiers, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça ne marche pas complètement bien, et ça ne marche pas complètement bien pour le dernier point que je veux aborder avec vous. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de comment il faisait Git pour vous afficher le Git status? J'ai parlé d'objets, de commit, de machin, mais je n'ai pas du tout parlé du status. En particulier, si vous faites un Git status, souvent vous avez des trucs, ce fichier-là, il est untracked, ce fichier-là est modified. Celui-là, il est to be committed. Comment Git, il arrive à faire ça? En fait, j'ai oublié un truc. Quand je vous ai dit qu'il y avait un working directory et un local repository. Conceptuellement, je vous ai parlé de 2 espaces, mais en fait, il y en a 3. Et ce troisième espace, vous le connaissez, c'est ce qu'on appelle l'index, qu'on appelle aussi la staging area, qu'on appelle, si on est français des fois, la zone d'assemblage. C'est plein de noms différents qui veulent tous dire la même chose.
sauf les fois où ça ne veut pas dire la même chose. Et ce bidule a une faculté absolument colossale à dérouter les débutants. Alors que si on regarde bien, d'abord, c'est un fichier, un seul, et il s'appelle index. Partie de l'explication de plusieurs noms, c'est là. Il s'appelle l'index, il est à la racine de mon point Git, et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une liste, et cette liste, c'est l'association entre le chemin d'un fichier de mon répertoire de travail, possiblement en tout cas, de fichiers, et d'un SHA-1. Et la question intéressante, bien sûr, c'est, OK, d'où elle sort cette liste? Et c'est là que c'est use. Comment ça se passe? Qu'est-ce que Git met dans l'index? Eh bien, dans l'index, il met, accrochez-vous, tous les SHA-1 des blobs qu'il est capable de trouver quand il suit les flèches à partir de la racine associée au commit pointé par head. J'ai perdu tout le monde là. Je vous la fais simple. Vous regardez le schéma, il y a head. Vous suivez la flèche, ça pointe sur le commit actuel. Alors entre les deux, il y a peut-être une branche, master, quelque chose, mais on s'en fout, ça arrive sur un commit. Dans ce commit, vous prenez le premier tree, le tree racine. Et à partir de là, vous suivez toutes les flèches, toutes les flèches, toutes les flèches. À chaque fois que vous trouvez un blob, vous notez le chemin construit avec les trees et le nom du blob, et vous prenez son SHA-1. Et hop, vous mettez ça dans l'ordre alphabétique, et vous avez le contenu de l'index. C'est que ça. Alors ça magouille un peu, il y a aussi des timestamps, des access time et des machins pour des histoires de performance, gagner du temps, mais conceptuellement, c'est que ça. OK. Et alors, supposons que vous créez un nouveau fichier dans votre répertoire de travail. Par exemple, le fichier test.txt, vous mettez le caractère 1 à l'intérieur. Git vous dit, celui-là, il est untracked. Question, comment sait-il qu'il est untracked? Réponse, il ne va même pas voir dans le dépôt. Il regarde, il fait, celui-là, je ne l'ai pas dans mon index. Il est untracked. C'est que ça. Étape suivante, classique, vous avez introduit une modification, vous voulez la committer, première étape, git add. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait un git add, ça fait un git hash object qui fait que j'ai un nouveau blob avec le SHA-1 du contenu du fichier que je lui ai donné sur la ligne de commande. Donc j'ai ce nouveau blob, 3fd1, c'est écrit tout petit sur mon écran. Mais c'est pas tout. Nous avons également, dans ce cas-là, une nouvelle entrée dans notre index, le nom du fichier, en l'occurrence son chemin relatif par rapport à la racine du projet, et son SHA-1. Mais Git, là, me dit, ce fichier-là, il est to be committed. Question, comment sait-il que ce fichier est to be committed? Réponse, il n'est pas joignable quand je suis les flèches. Je repars de mon trait racine. Comme je ne peux pas joindre ce blob, en suivant toutes mes flèches, en épuisant toutes les flèches, eh bien Git considère que ce fichier est un fichier to be committed. Maintenant, un truc rigolo qu'on fait des fois, et qu'on va faire là pour l'exercice, c'est qu'au lieu de committer ce qu'on a fait, on va remettre une modification dans le fichier. Je change le contenu de mon fichier test.txt. Je mets le caractère 2, par exemple, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour Git? Eh bien, il se trouve que le SHA-1 du contenu qui est présent dans le répertoire de travail n'est pas du tout le même que celui qui est présent dans l'index. Et pour cause, le contenu a changé et que le SHA-1 est basé sur le contenu. Eh bien, cette différence de SHA-1 entre ce qui était stocké dans la staging area et ce qui est dans le working directory, c'est ça qui permet à Git de dire que son fichier il est modified. Oh. En attendant, dans ma staging area, j'ai toujours une entrée test.txt avec un SHA-1 qui existe, mais qui n'est pas joignable en suivant les flèches. Donc dans ce cas-là, Git me dit aussi, ok, d'accord, il est modified, mais en attendant, tu en as aussi un ici qui est to be committed. L'un n'empêche pas l'autre. On va quand même ajouter les modifications qu'on vient de faire, donc c'est un git add, ça met à jour le SHA-1 dans la staging area, c'est classiquement, et ça introduit un nouveau blob. Ben oui, nouveau contenu, donc nouveau SHA-1, donc nouveau blob. Et on va enfin finir par faire notre commit. Et quand on fait le commit, qu'est-ce que ça produit? Ça produit un arbre qui référence les blobs concernés, à savoir celui qui contient le caractère 2. Ça crée un nouveau commit qui référence le tree, et ce nouveau commit est lui-même au sommet de branche. Ce qui fait que maintenant Git, s'il suit head et le premier commit et l'arbre racine, là, il arrive à joindre le SHA-1, le blob en question. Donc le blob en question,
Et donc le fichier associé test.txt n'est plus to be committed. Suivez les flèches. Et ça c'est pareil, si on veut les bricoler avec l'index, c'est pas super compliqué. Alors il se trouve que l'index c'est pareil, c'est du format binaire, donc c'est vachement bien documenté, il y a des grammaires, des machins, des exemples dans tous les coins. Globalement, si on veut parser ça, on va aller voir une forme de header, dont l'unique intérêt est d'aller chercher le nombre d'entrées qu'on a là-dedans, c'est ce que ça retourne ligne 13. Ensuite, il faut parser les entrées. Alors, je vous l'épargne. Voilà. C'est pas dur, mais c'est pas intéressant. Bon, c'est pas super long non plus. L'idée, c'est quoi? C'est que de chacune des entrées, on a un SHA-1, un nom, et puis des permissions pour pouvoir simplement réécrire et faire le truc comme ça. On a également des histoires, je vous ai dit de date, mais là, je les ai même pas mises. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant ici, c'est que pour chacune des entrées, on va assez simplement, avec 10-15 lignes de code de parsing binaire, être capable d'aller chercher ces informations-là. Et puis, à partir du moment où on a ces informations-là, on est capable, par exemple, de lister tout ce qui est dans l'index. On est capable de comparer ce qu'on voit sur le répertoire de travail et ce qu'il y a dans l'index, et donc peut-être d'implémenter un git status. Je vous fais grâce de l'implé du git status, parce que le temps tourne et que vous en avez peut-être marre de voir des placards de code au mur, mais l'idée c'est ça, c'est quand même pas mal. Hein? Parce que, si on y regarde bien, blobs, trees, commit, référence, je vous en fais une cinquième, c'est une liste, hein, c'est l'index, 5 structures de données. On a fait du status, on a vu comment ça marchait à peu près le add, on est capable de faire du commit. Comme on est capable d'aller chercher des structures, on peut faire de la structure sur le disque, pour chaque commit on est capable de faire du diff. Le checkout, on a vu le switch, c'est pratiquement pareil. Avec pas beaucoup de lignes de code, on a quand même reproduit localement une grande majorité finalement des outils, des possibilités de Git que vous utilisez tous les jours. Moi je trouve ça assez pas mal. Alors pour autant, Git c'est super vaste. On n'a pas parlé de reset, on n'a pas parlé de branch, on n'a pas parlé de merge, on n'a pas parlé de rebase. Alors maintenant, vous avez une petite idée de tout ce qu'il y a en dessous, vous allez être mieux armé évidemment pour ces choses-là. On n'a pas parlé non plus de synchronisation. La synchronisation, je vous ai dit, les SHA-1 c'est cool parce que un SHA-1 c'est le même sur n'importe quelle machine pour un même contenu. Ça permet de s'échanger des bouts de graphes ou des bouts de dépôt, appelez ça comme vous voulez. Et le principe de la synchronisation, peut-être vous le connaissez, c'est que la dernière fois que vous avez échangé avec un remote, vous avez noté où est-ce qu'il en était. Et la dernière fois, là où il en était, c'était remote / le nom de la branche. Donc quand vous vous adressez à ce remote, vous direz, dis donc, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais au commit machin, t'en es où? Conceptuellement, on a connu des choses plus compliquées en fait, en termes de protocole et d'échange. Voilà, on n'a pas parlé de push et pull, mais vous voyez l'idée, on n'a pas parlé des ranges, on n'a pas parlé de la notion de tracking branch, ainsi de suite, du bisect. Donc il y a encore beaucoup de choses évidemment, mais j'espère que cette première partie d'exploration vous aura donné envie de voir le reste. Quand bien même si Git et ses commandes vous intéressaient pas trop, c'est quoi au milieu? C'est un gros graphe. Si vous êtes matheux et que vous adorez les algos de parcours de graphe, purée, allez voir le code de Git, il y a des trucs de ouf au niveau parcours de graphe, optimisation sur le stockage, les trucs, et c'est vraiment super. Même principe, j'en ai pas forcément parlé, mais les algos de diff, les algos de merge. Moi j'ai fait une appli de Git il y a un moment, je suis allé assez loin, j'ai fait pas mal de trucs. Je me suis arrêté aux algos de merge parce que là... Mais super intéressant, franchement, n'hésitez pas. Et puis vous avez vu juste avant, là, quand on a regardé un petit peu le status, il y avait un petit blob orphelin, le 1, il n'avait pas de flèche. Et lui, un jour, il va se faire nettoyer. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des algorithmes de garbage collecting ou de mapping pour savoir où est-ce que j'ai des trucs. Et c'est pareil, là, il y a des trucs de ouf à aller voir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous allez vous faire plaisir. Et puis, je vous dois également une dernière petite chose. Promis, c'est rapide, on va bientôt manger. J'ai menti. Un peu. Et c'est parce que je voulais être gentil avec vous. Si vous refaites les manips que je viens de faire sur vos dépôts, il est très possible que ça ne marche pas. Il est très possible que ça ne marche pas parce que si les concepts que je vous ai expliqués, les types d'objets, sont valables tout le temps, ils ne sont pas forcément présentés sous cette forme-là par Git. Pourquoi? Eh bien, le fait, pour un blob, pour un tree, d'avoir un fichier planté sur votre système de fichiers, ça marche très bien pour des tout petits dépôts créés ex nihilo avec 3 commits et 3 fichiers, comme je vous ai montré. Par contre, quand vous êtes, je sais pas, le noyau Linux, que vous avez des centaines de milliers de fichiers, des dizaines de milliers de commits, ça scale pas super bien. Donc, il y a des stratégies de stockage, de recherche, de tout ce que vous voulez derrière, qui vont être complètement différentes. Et donc, évidemment, les petits fichiers que j'ai été chercher là ne sont pas forcément présents. Il n'empêche, conceptuellement, tout ce que je vous ai présenté reste vrai, reste exploitable. Donc je vous engage à aller voir parce que c'est très très rigolo. Et si toute cette faculté à optimiser, à changer la stratégie d'un play
pour ça vous plaît, faut aller voir les blogs de GitHub d'une part, parce qu'ils font pas mal de trucs sur Git fatalement, et également Microsoft. Si vous avez été au monorepo, vous savez que Microsoft a des monorepos de tarés, et donc ils font des trucs d'optimisation sur Git complètement ouf, et en plus ils font des blogs techniques fabuleux avec ça. Et là, ça y est, c'est promis. Je vous lâche, on est au bout de l'exploration. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller plus loin dans Git. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on va être un peu juste pour les questions et en plus, on risque de faire la queue pour manger. Mais n'hésitez pas à me tomber sur le poil si vous voulez qu'on en discute. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Et encore une fois, hein, si vous avez peur de me vexer en partant parce que vous avez faim, filez, c'est pas grave. J'étais comme ça hier. Juste une petite question. Comment on fait un diff sur un gros blob? Genre, je change une ligne d'un fichier de 100 mégas, mon commit, il fait 100 mégas ou pas? Alors, déjà, le diff, le principe, c'est que le non-diff est intéressant parce que le blob va être le même, donc il y a déjà un gros filtrage sur qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui n'est pas pareil. Après, ça s'arrête au blob. C'est-à-dire qu'après, à l'intérieur, la stratégie pour differ un gros ou un petit fichier, justement, va être complètement décorrélée de la manière dont il est représenté en base. L'idée, c'est que ça va être extrait. Et donc, c'est là que je disais, il y a des algos de diff, des patience diff, des snake diff, il y a des algos de diff très très variés avec des stratégies d'attaque, des heuristiques pour les sélectionner, justement pour répondre à cette question qui est absolument pas triviale et pas du tout adressée en l'occurrence par ce que j'ai présenté. Dans l'implé que j'avais faite, en fait, il se trouve que dans Python, il y a un algo de diff, je sais même pas lequel, donc j'avais laissé bosser celui-là, mais clairement, ça peut être catastrophique sur des fichiers gigantesques. Là-haut. Ouais, merci pour le talk. Moi, j'avais juste une question. Souvent, quand on fait du sharding, on prend les premiers caractères et ensuite on met le SHA-1 complet du fichier ou le hash du fichier. Pourquoi il réduit le nombre de caractères pour le fichier terminal, en fait? Alors, si j'ai bien compris ta question, c'est pourquoi il met deux petits caractères en sous-répertoire avant de mettre le nom du fichier, ou c'est plutôt le fait de prendre des abréviations de SHA-1? Non, pourquoi le dernier, il n'est pas complet, en fait? Pourquoi tu mets pas le SHA-1 complet à la fin de l'arbre? Parce que tu as dit que tu prenais les deux premiers pour stocker les pardon, clés, oui. et ensuite tu mettais, je sais plus combien il y en a, mais c'est les autres moins 2, quoi. J'ai plus ça qui traîne, je vais prendre du temps à trouver le slide. C'est cette histoire de scaling, c'est-à-dire mettre tous les fichiers à plat en fait assez rapidement, ça devient catastrophique, et même déjà avec pas beaucoup de fichiers ou pas beaucoup d'historique. Donc c'était déjà une première stratégie pour essayer de mitiger les effets pas cool sur le système de fichiers et donc un bottleneck. J'ai l'impression qu'on est au bout des questions. Je vous remercie d'être venu et je vous souhaite une bonne fin de Brainscamp.